Les pires trahisons ne viennent pas de l'extérieur, mais naissent au cœur même de nos propres murs. Je m'appelle Inès. À 17 ans, mon monde reposait sur une promesse faite à mon père, juste avant que tout ne s'effondre. Utilise ta tête pour changer les choses. Ces mots ne sont pas restés des souvenirs. Ils sont devenus mon oxygène. 2 ans, dans une bulle de papier et d'encre, à tracer chaque nuit des équations jusqu'à m'en brûler les yeux. J'ai fermé la porte de ma chambre sur le monde extérieur. J'ai ignoré les appels de mes amis. Je ne sortais que pour acheter du café ou pour affronter le froid du petit matin en allant à la bibliothèque. Mon objectif était gravé dans chaque page de mes manuels. L'école centrale de Paris. Je ne voyais plus le temps passer. Je pensais que le travail acharné était une armure. Je ne savais pas encore que d'autres forces étaient déjà à l'œuvre. À la maison, l'atmosphère était différente. Chaque soir, je rejoignais la cuisine pour le dîner. Ma mère posait le plat avec une précision mécanique, un sourire figé aux lèvres, un masque qui ne touchait jamais ses yeux. Ce sourire, je le comprends aujourd'hui, était une barrière. Pendant que je révisais, Ryan occupait le salon, étalant plans et brochures de projets commerciaux, ses notes griffonnées sur la table basse. Ma mère s'asseyait près de lui, penchée sur ses documents, hochant la tête, avec une attention qu'elle ne m'accordait jamais. Elle le servait, ajustait sa chaise, écoutant ses idées avec patience. À mes demandes de conseil ou d'échange, elle répondait d'un signe de tête distrait avant de retourner vers lui. Ryan profitait de cette indulgence totale. Sans travailler, il naviguait entre ses envies, porté par sa mansuétude. Le temps s'est contracté. Mes journées ne se mesuraient plus en heures, mais en pages et chapitres dévorés. Mon bureau est devenu mon seul horizon. J'ai empilé les annales, les fiches Bristol, les surligneurs usés jusqu'à la corde. Chaque matin, le réveil sonnait à 5 heures. Je plongeais mon visage dans l'eau glacée pour chasser les résidus de sommeil. Mes mains tremblaient parfois en tenant le stylo, mais je ne lâchais rien. La caféine était mon seul carburant. Une nuit, ma tête a heurté le bois de la table. J'ai sombré dans un sommeil lourd avant de sursauter, le cœur battant à tout rompre, réalisant que j'avais perdu 10 minutes. Je me suis relevée, j'ai rallumé la lampe et j'ai repris la lecture, les yeux injectés de sang. La solitude est devenue une seconde peau. J'ai débranché mon téléphone, ignoré les rares messages et effacé toute trace de vie sociale. Je ne vivais plus dans la maison. Je vivais dans une attente insoutenable, une tension qui me nouait l'estomac. Le jour J est arrivé. Le facteur a déposé le courrier dans la boîte en métal. J'ai couru vers l'entrée, le cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Mes doigts ont saisi l'enveloppe. Elle était froide, épaisse. Ma mère est apparue dans le couloir, un torchon à la main. Elle a posé son regard sur moi, puis sur le papier. Elle a pris l'enveloppe, sans un mot. Elle l'a ouverte avec une lenteur calculée. Je retenais mon souffle. Chaque seconde s'étirait dans une tension insupportable. Elle a lu, a replié la feuille et l'a posée sur la table. Sa voix est tombée, plate, sans aucune inflexion. Tu n'as pas été retenu. Le monde a basculé. J'ai fixé la lettre, cherchant une erreur, une ligne qui m'aurait échappé. Elle a simplement tourné les talons, retournant vers la cuisine, comme si elle venait de commenter la météo. La rentrée à la faculté a été un choc sourd. Je m'asseyais au fond des amphithéâtres, perdu dans la masse des étudiants. Leurs rires, leurs discussions sur l'avenir me semblaient provenir d'un monde auquel je n'appartenais plus. Je prenais des notes machinalement, mais les mots glissaient sur la page sans s'imprimer dans mon esprit. Chaque jour, je traversais le campus en baissant les yeux, évitant les regards, convaincu que mon échec était inscrit sur mon visage. À la bibliothèque, je fixais les ouvrages de droit pendant des heures. Je voulais comprendre, mais mes mains restaient immobiles. Un soir, j'ai tenté de relire mes cours, mais les lignes se brouillaient. J'ai refermé le livre, le bruit sec du carton a résonné. Ce geste a marqué ma défaite. Je ne cherchais plus à réussir, je cherchais simplement à disparaître.
Mon reflet dans les vitres me renvoyait l'image d'une ombre, une silhouette sans but qui errait entre les salles de cours. Pendant que je m'éteignais sur les bancs de la fac, l'atmosphère à la maison changeait imperceptiblement. Un soir, en passant devant le bureau de ma mère, j'ai vu des relevés bancaires étalés sur le bois sombre. Elle les a recouverts brusquement dès qu'elle a entendu mes pas. Quelques jours plus tard, Ryan est rentré avec des équipements coûteux, prétendant avoir décroché un prêt providentiel pour ses projets. Il parlait de start-up et d'investissements risqués avec une assurance qui me semblait étrangère. Ma mère l'écoutait, hochant la tête, un léger sourire aux lèvres, celui-là même qu'elle ne m'adressait jamais. J'ai remarqué des factures de matériel informatique haut de gamme traînées dans le salon, des sommes qui auraient dû être inaccessibles pour mon frère. Chaque fois que je posais une question sur l'origine de ces fonds, le silence retombait, lourd et tranchant. Ryan évitait mon regard. Se réfugiant dans ses écrans, je ne voyais pas que, sous mes yeux, l'argent destiné à mes études finançait les échecs successifs de mon frère. 3 ans après mon échec, je me suis retrouvée dans une salle de réception bondée à l'occasion du mariage d'une cousine. Le bruit des verres qui s'entrechoquent et les rires gras des invités me donnaient le tournis. Je restais en retrait, cherchant à me rendre invisible, quand ma tante s'est approchée de moi, un verre de champagne à la main. Elle a posé une main sur mon épaule et a souri. Dommage pour Centrale, Inès. Avec le recul, tu as dû être tellement déçue de ne pas y aller après avoir été admise. Le temps s'est figé. Le brouhaha de la salle a semblé s'éteindre, remplacé par un sifflement aigu dans mes oreilles. Je repose mon verre, les doigts tremblants contre le cristal. « Admise ?» répétai-je, ma voix sonnant comme un étranger. Ma tante, étonnée, puis gênée. « Oui, la lettre, celle arrivée juste après le décès de ton père. » Je regarde ma mère rire aux éclats avec les convives. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je me suis extraite de la foule, bousculant des invités sans m'excuser. J'ai couru jusqu'aux toilettes, m'enfermant dans une cabine exiguë. L'air y était saturé d'une odeur de désinfectant. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli faire tomber mon téléphone dans le lavabo. J'ai composé le numéro de l'école centrale de Paris, mes doigts tapant frénétiquement sur l'écran. Une voix administrative a décroché. J'ai décliné mon identité, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Inès, attendez. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Oui, mademoiselle, vous aviez bien été admise lors de la session de juillet. Le dossier était complet. Le monde a basculé. Ce n'était pas une erreur de parcours. C'était un sabotage délibéré. J'ai raccroché. Le silence est revenu, mais il n'était plus vide. La douleur s'est évaporée. À la place, une rage froide, presque chirurgicale, a envahi mes membres. Chaque battement de mon pouls rythmait désormais une seule pensée. La justice. Je ne pleurais plus. J'ai essuyé mon visage, redressé mes épaules et j'ai poussé la porte. La fête continuait, mais pour moi, la guerre venait de commencer. Je sors du domaine, ignorant les appels des invités. Ma voiture est garée au fond de l'allée. Je m'installe au volant, mes mains serrent le cuir du volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je démarre. Le moteur rugit, un son rauque qui résonne avec la tension dans ma mâchoire. Je m'insère dans la circulation, les phares des autres véhicules défilent comme des éclairs sur le pare-brise. Chaque virage est une épreuve. Je ne vois pas la route, je vois les visages de ces 3 dernières années. Les nuits blanches, les sacrifices, les mensonges. Mon pied appuie sur l'accélérateur. La vitesse augmente. Le paysage devient une traînée floue. Je double un camion, je m'approche de la maison. Les lumières de la ville s'estompent. Je ralentis à l'entrée de mon quartier. Je gare la voiture devant le portail. Le moteur s'éteint. Je descends, claque la portière et marche vers la porte. Je pousse la porte, sans frapper. L'odeur du dîner, un mélange de bouillon et d'herbe, m'accueille. La cuisine est baignée dans une lumière crue, presque chirurgicale. Elle est là, devant la cuisinière, remuant une louche dans une casserole.
Le bruit métallique du métal contre la paroi résonne, régulier, monotone. Elle ne se retourne pas tout de suite, habituée à ce que je rentre sans un mot. Je m'approche de la table en bois, celle où nous avons partagé tant de repas. Sous le poids de ces mensonges, je sors la preuve de ma poche. Le papier est froissé, humide de ma sueur. Je le pose sur la table. Le bruit du papier, qui claque contre le bois, c'est que coupe net le ronronnement de la hotte. Je ne retire pas ma main. Je maintiens le document sous mes doigts, bien en vue. Elle arrête son geste. La louche reste suspendue au-dessus de la casserole. Une goutte de bouillon tombe sur la plaque brûlante, grésillant dans un sifflement bref. Elle se tourne enfin. Le temps semble se suspendre. Elle lâche enfin la louche. L'ustensile heurte le rebord de la casserole avec un tintement sec, un bruit de métal qui déchire l'air. Elle ne cherche pas à détourner le regard. Ses yeux, d'habitude si vifs, se fixent sur le document, puis sur mon visage. Elle ne nie pas, elle ne crie pas, ses épaules s'affaissent imperceptiblement, comme si une armature invisible venait de céder sous le poids de la vérité révélée. Elle croise mon regard. Nulle surprise, juste une résignation froide, l'acceptation immédiate de l'irréparable. Ce silence est une lame. Il est plus tranchant qu'un aveu, plus dévastateur qu'une explication. Elle pose ses mains à plat sur le plan de travail, ses doigts tremblent légèrement, cherchant un appui sur le bois froid. Je ne bouge pas, je reste ancré dans le sol, observant chaque muscle de son visage se relâcher. Elle baisse les paupières, geste presque mécanique pour occulter cette vérité. Elle ne tente aucune justification, elle finit par expirer longuement. Un souffle court qui s'éteint dans le vide entre nous, scellant notre séparation. Je sens la tension quitter mes muscles, remplacée par une froide certitude. Je recule d'un pas, brisant la proximité forcée de cette cuisine. Ma voix est calme. Je refuse de porter ta faute. Chaque mot tombe comme une pierre dans un puits profond. Elle amorce un geste, puis se rétracte, griffant le plan de travail. Je ne lui laisse aucune chance de répondre. Ce que tu as détruit, je le reconstruirai seul. Je pivote sur mes talons. Le bruit de mes pas sur le carrelage sonne comme une sentence. Je ne me retourne pas. Je sens son regard peser sur mon dos, une pression inutile, désormais sans effet. Je marche vers la porte d'entrée, chaque geste est précis, dénué d'hésitation. Je saisis la poignée, le métal est froid, ferme sous ma paume. Je marque une pause, la main sur le loquet, mon corps tourné vers l'extérieur. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai bâti ma propre vie. Je pousse la porte. L'air frais de la nuit s'engouffre dans le couloir, chassant les odeurs de cuisine et de mensonges. Je franchis le seuil. Derrière moi, la maison reste silencieuse, figée dans cette rupture irréversible. La porte se referme derrière moi avec un claquement sourd, scellant le passé. Je me tiens sur le trottoir. Le vent nocturne me fouette le visage, chassant la chaleur étouffante de la maison. Je ne regarde pas en arrière. Mes mains sont vides. Mes poches ne contiennent que mes clés, que je sors et que je jette dans le caniveau. Le métal résonne contre le béton, un bruit sec qui marque la fin de mon accès à ce lieu. Je commence à marcher. Le rythme de mes pas s'accélère, régulier, frappant le sol avec une détermination nouvelle. Je passe sous un lampadaire, mon ombre s'étire sur le bitume, solitaire et tranchante. Je ne ressens ni peur, ni regret, seulement une urgence physique, celle de m'éloigner de ces murs qui ont abrité trop longtemps le mensonge. Je croise une rue déserte, mes yeux fixés sur l'horizon sombre. Je m'enfonce dans les artères sombres du quartier, laissant derrière moi le confort illusoire de mon ancienne vie. Je marche, je m'éloigne. Les premières semaines se résument à une lutte contre le vide. Je loue un espace exigu, une pièce sans fenêtre où l'air stagne. Je passe mes journées à empiler des dossiers, mes doigts noircis par l'encre et coupés par le papier. Chaque centime est compté, chaque dépense est une amputation de mon maigre capital.
Je ne dors que par tranches de 3 heures, le visage éclairé par la lueur crue d'un écran qui grésille. Quand le premier client refuse mon projet, je ne m'effondre pas. Je ramasse les feuilles éparpillées au sol, je corrige les erreurs une à une et je recommence. Je trace des plans sur des tables bancales, mes articulations raidies par le froid de l'hiver. La solitude est une présence physique, un poids sur mes épaules que je transforme en levier. Je construis ma structure, pierre par pierre, sans aucune aide extérieure. Je nettoie les bureaux des autres pour payer mon loyer. Puis, je reviens travailler sur mes propres dossiers jusqu'à l'aube. Mes mains sont calices, marquées par le travail manuel, mais chaque geste est une victoire sur l'incertitude. Je ne cherche plus la validation, je cherche la solidité. Les murs de mon bureau se couvrent de schémas, de listes de tâches, de preuves tangibles de mon existence. Je suis devenu l'architecte de ma propre survie. Le choc survient un mardi pluvieux. Ryan entre dans mon bureau, un dossier à la main, celui que j'avais laissé ouvert sur le coin de la table. Il parcourt les documents, ses yeux naviguant entre les dates et les signatures falsifiées par notre mère. Le silence s'installe, lourd, électrique. Il lâche le dossier. Les feuilles s'éparpillent sur le sol dans un bruissement sec. Il recule, heurte le rebord du bureau et finit par s'effondrer sur les genoux. Ses mains tremblent violemment, il les porte à son visage pour étouffer un sanglot qui lui déchire la poitrine. Je le regarde, immobile. Il réalise enfin que son confort, ses projets, tout ce qu'il a cru être le fruit de la chance a été bâti sur le vol de ma vie. Il ramasse une feuille, la froisse entre ses doigts, ses articulations blanchissent sous la pression. Il tente de parler, mais seul un râle sort de sa gorge. Il baisse la tête, ses épaules s'affaissent sous le poids de la culpabilité. Il voit maintenant les ruines que notre mère a laissées derrière elle et il comprend que son propre succès n'est qu'un monument à mon sacrifice. Il pleure, non pas pour lui, mais pour le vide immense que ce mensonge a creusé entre nous. Je m'arrête un instant devant la baie vitrée de mon bureau. En bas, la ville s'agite, une fourmilière de destins qui s'entrecroisent. Je passe mes doigts sur la surface rugueuse de mon bureau en chêne massif. Sous mes paumes, je sens les irrégularités du bois, une texture qui me rappelle mes propres cicatrices. Ces marques sur ma peau, ces souvenirs de nuits blanches et de privations, ne sont plus des stigmates de la douleur. Elles sont devenues la charpente de ma réalité actuelle. Je regarde mes mains, fermes, stables. Chaque cicatrice raconte un moment où j'ai failli abandonner, où j'ai dû choisir entre le renoncement et la persévérance. J'ai choisi de transformer chaque fissure en un point d'ancrage. Là où le mensonge avait creusé un vide, j'ai coulé les fondations de ma propre existence. Je ne suis plus la jeune femme qui attendait une lettre dans le silence d'une cuisine. Je suis celle qui a bâti son propre toit, brique après brique, sans jamais chercher à masquer les aspérités du chemin. La réussite n'est pas une ligne droite, c'est une accumulation de résistances surmontées. Je contemple ce succès, non comme une finalité, mais comme la preuve tangible que personne ne peut voler un avenir que l'on a forgé soi-même, pierre par pierre, dans la lumière crue de la vérité. Je pense parfois à elle là-bas, dans cette maison qui a vu mon enfance s'étioler, mais quand je ferme les yeux, son visage ne m'apparaît plus avec la netteté d'autrefois. Elle est devenue une silhouette floue. Je marche dans mon appartement, le pas assuré sur le parquet. Chaque pièce est un espace que j'ai défini par mes propres choix. Je m'approche de la fenêtre et je regarde les lumières de la ville qui scintillent. Cette distance, ce n'est pas seulement des kilomètres. Le poids du mensonge qu'elle a bâti ne pèse plus sur mes épaules. Je l'ai déposé, comme on abandonne un fardeau inutile. Je me souviens de la sensation de la poignée de porte, ce soir-là. Aujourd'hui, cette porte est fermée à double tour dans ma mémoire. J'ai repris possession de chaque parcelle de mon destin. Je ne suis plus le pion d'une stratégie maternelle. Je suis l'architecte. Je tourne le dos au passé, je m'éloigne de cette ombre et je respire enfin, pleinement, dans l'air pur de ma liberté retrouvée. Je pose mon stylo sur le bureau.
Le clic sec du capuchon résonne dans le silence de la pièce. C'est un son définitif. Une ponctuation à des années de doute. Construire son propre avenir, ce n'est pas seulement accumuler des succès, c'est refuser que quiconque puisse en détenir la clé. J'ai appris que la volonté est une matière première, brute et inaltérable. Quand on décide de bâtir sur ses propres fondations, on ne se contente pas de survivre aux tempêtes. On les intègre à la structure. Personne ne peut voler ce qui a été érigé avec cette rigueur. Le mensonge, la trahison, les silences imposés, tout cela n'est que du sable mouvant. J'ai choisi le roc. Je me lève, m'étire, et sens mes muscles se détendre après cette longue introspection. Je regarde l'horizon. Mon avenir n'est plus une promesse aux défunts, ni une attente soumise au vouloir d'autrui. Chaque pas trace mon territoire, chaque décision consolide mon édifice. Maintenant je vous regarde. Je vous pose la question, droit dans les yeux. Face à un silence qui dérobe vos rêves, face à cette trahison sournoise qui germe sous votre propre toit, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé le poids du mensonge étouffer vos ambitions? Ou auriez-vous, comme je l'ai fait, brisé les chaînes pour reconstruire votre vie dans le calme d'une nouvelle aube? La tempête est parfois nécessaire pour nettoyer les décombres d'un passé imposé. Certains choisissent de pardonner, d'autres de fuir, et certains, comme moi, choisissent de tout rebâtir sur des bases qu'ils ont eux-mêmes forgées. Je veux lire vos histoires. Dans les commentaires, dites-moi quel a été votre propre point de rupture. Partagez votre vérité. Je vous écoute.